merci à l'EIFR d'avoir pensé associer les représentants du post-marché pour échanger avec vous sur l'intérêt de répondre au call for evidence sur l'impact cumulé des réformes. Moi, je rejoins tout à fait Marianne lorsqu'elle dit que c'est l'un des temps forts de cette nouvelle mandature 2014-2019 qui est marquée, comme ça a été mis en lumière par les précédentes interventions, par un nouveau paradigme en matière de régulation européenne, donc qui est recentré autour du financement de l'économie réelle, de la croissance et, c'est important, de la mise en cohérence. Parce que justement, l'évaluation du tsunami législatif et réglementaire, comme l'a lui-même qualifié Lord Hill lors de son discours d'investisseur, vous le voyez, d'investiture, pardon, vous le voyez, fait partie d'un des 5 axes du plan d'action global de la DG FISMA, en plus de Capital Market Union et d'autres axes de travail. Et en réalité, quand vous regardez ce plan d'action global, on se rend compte que c'est le retour des principes de Better Regulation, mais New Look. Alors moi, effectivement, de quoi s'agit-il quand on parle de principe de Better Regulation, New Look, pour compléter un petit peu les propos introductifs d'Edouard. Vous le savez peut-être, mais la Commission européenne a publié il y a plusieurs mois un nouveau programme dit de réglementation affûtée et intelligente, REFIT, qui a fait l'objet d'une communication en juin 2014. Et en réalité, il s'agit de recentrer l'action européenne autour des principes qui sont bien connus et qu'a évoqué Véronique, mais qui sont passés à la trappe ces dernières années, donc le principe de subsidiarité, le principe de proportionnalité et effectivement l'evidence-based regulation. Le problème, c'est que la nouvelle Commission européenne, elle ne peut pas partir d'une feuille blanche. Elle est obligée de composer avec l'héritage de la précédente mandature, marquée, vous le savez tous, par les inflexions du G20 et la détermination du commissaire Barnier, ce qui, de mon point de vue, introduit une complexité supplémentaire dans la définition des nouvelles orientations politiques, parce que voilà, il faut composer avec un cadre existant, et d'autre part, rend indispensable le travail de screening des réformes passées. Et donc, c'est là où, effectivement, on vient souligner l'importance, l'importance de répondre au call for evidence, parce qu'effectivement, pour nous, si on n'identifie pas les freins à la mise en place du market-based financing en Europe, eh bien, l'action des policy makers, elle risque d'être limitée dans ses effets, voire complètement inopérante. Et c'est un des principaux messages qu'on a essayé de faire passer, nous, côté AFTI, dans le cadre du Green Paper sur Capital Market Union, en particulier compte tenu du fait qu'en matière de post-marché, je le rappelle, le cadre européen est relativement récent. Pendant des années, on a vécu uniquement avec la directive finalité, la directive collatérale et certains aspects de la MIF pour la protection des avoirs clients, et c'est tout. En moins de 4 années, on a assisté à l'adoption d'EMIR, d'AIFM, de UCITS 5, de CSDR, de SFTR. Et donc, il est essentiel pour nous de sécuriser, de stabiliser le cadre européen. Donc, vous vous doutez bien qu'on a accueilli avec une grande satisfaction la publication du Call for Evidence le 30 septembre dernier, parce qu'il y a encore 6 mois, on avait la crainte côté AFTI que, effectivement, la Commission européenne se limite concrètement à l'adoption du règlement sur la titrise et à la révision de la directive prospectus, mettre en œuvre la clause de révision sur les textes IUVK, IUSEF, ça a déjà été évoqué, et d'autres, et fasse un peu de show-off, un peu d'apparat pour le reste, avec le livre vert sur les services financiers de détail, etc. Donc effectivement, une réelle satisfaction, le risque n'est pas encore écarté, mais justement, c'est là où on en vient à l'importance de répondre à cette consultation. Alors pour compléter effectivement ce qu'a précisé Marianne et Véronique, le principal challenge, c'est effectivement se fondre dans l'approche méthodologique imposée d'ailleurs par la Commission européenne, parce qu'il s'agit de ce qui est attendu de notre part, c'est une véritable contribution analytique, parce qu'on nous demande d'identifier les barrières aux objectifs fixés par la Commission européenne au travers d'une approche méthodologique et avec 15 angles d'attaque possibles. Donc, je vous ai référencé les 15 issues sur lesquels on nous demande effectivement de communiquer des exemples, 5 maximum, et il faut identifier les dispositions qui posent problème, article par article. En plus, il ne faut pas se contenter de citer la directive sur FTT,
en disant c'est nul, voilà, retirez votre proposition. Là, encore, c'est une proposition en négociation. Mais je dirais que sur l'IFM, par exemple, il faut bien l'identifier, c'est l'article 21.11, machin. Donc, effectivement, c'est un travail, c'est une approche méthodologique qui, à première vue, peut paraître déconcertante. Ce qui est certain, c'est qu'elle alourdit la charge de travail, je parle en connaissance de cause, mais je pense qu'on peut difficilement s'en affranchir si on veut faire en sorte que sa contribution soit exploitable, utile pour les services de la Commission. Là où moi je vois deux marges de manœuvre dans la réponse. Première marge de flexibilité, c'est sur ce qu'on entend par evidence. Moi je pense qu'il ne faut pas se limiter à des analyses chiffrées, des datas qu'on n'a pas forcément en particulier, justement pour voilà, discuter, même s'il y a une étude Oliver Wyman sur la FTT, mais je pense qu'on ne peut pas à chaque fois disposer d'études chiffrées, de statistiques, surtout dans le temps réduit qui nous a été imparti. En revanche, je pense qu'on peut faire de l'évidence de nature juridique. Et concrètement, quand vous regardez toutes les issues sur la partie gap, incohérence, regulatory loopholes, ce qui est attendu de nous, c'est une simple démonstration, à mon sens, voilà, de la différence de définition, de terminologie, de concept. Donc il ne faut pas se limiter dans l'exercice en se disant j'ai pas les datas donc je ne peux pas répondre sur ces sujets-là. La seconde marge de manœuvre, à mon sens, c'est que, en tout cas pour nous, côté FT, et là ça rejoint tout à fait ce que disait Marianne sur, en réalité, Call for Evidence, c'est pour un peu mieux préciser la feuille de route pour les mois à venir, c'est qu'on ne s'est pas contenté d'évoquer l'existant ou les textes en cours de négociation. On a effectivement également réagi sur les pistes d'amélioration sur des chantiers qui sont peu ou non encore traités, qu'il s'agisse tant du post-marché, de la self-servicing, que, tu l'as dit Véronique, tout ce qui est decision making process. Donc, comment on a procédé? Effectivement, on a capitalisé quand même autour de notre réponse au Green Paper sur Capital Market Union. On est parti de l'existant. Et aujourd'hui, on a un projet qui est bien avancé. On va le communiquer aujourd'hui à nos groupes de travail. On attend également des compléments des infrastructures de marché. Et si vous voulez, aujourd'hui, voilà comment il se présente. On a 4 grands blocs. Les deux blocs de gauche, effectivement, on est dans l'analyse de l'existant. Et le premier bloc, c'est en fait l'identification de toutes les dispositions qui, par elles-mêmes, constituent des conséquences inattendues à ce qui avait été envisagé initialement. Donc en fait, c'est clairement les dispositions qui vont beaucoup trop loin. Et là, je citerai rapidement évidemment FTT, mais c'est surtout pour nous, post-marché, tout ce qui est l'article 7 de CSDR sur le buy-in et la settlement discipline, où il y a des vrais impacts sur la liquidité. Là, par contre, on a des datas à communiquer. Il y a également, dans le cadre d'EMIR, un certain nombre de dispositions clairement identifiées qui créent soit des barrières à l'entrée, soit des risques. Je ne vais pas entrer dans le détail, on n'a pas le temps malheureusement. Mais donc vous voyez, ces dispositions isolées. Puis dans le deuxième bloc, en fait, c'est effectivement l'analyse cumulée de différents articles qui s'articulent mal ou voilà, qui vivent mal entre eux. Donc évidemment, tout ce qui est obligation de ségrégation. Aujourd'hui, d'ailleurs, pour les fonds, on ne sait toujours pas comment les dépositaires et la chaîne de conservation doivent ségréguer. On n'a toujours pas d'éclairage. Et donc, il y a effectivement vraiment, il faut clarifier tant au niveau d'AIFM que du site, reduce replication rapidement, PRIPS, MIF2, LTIF, ça a été évoqué par Frédéric, et puis tout ce qui est duplication en matière de reporting. Et puis ensuite, dans le bloc de droite, on est vraiment dans le futur, la feuille de route. Donc évidemment, il y a les barrières jumaniques qui demeurent restantes, qui doivent être supprimées. C'est essentiellement l'identification des actionnaires, c'est la barrière 8, et la mise en œuvre d'une procédure harmonisée de retenue à la source. Marianne a évoqué pour nous aussi ce qui reste à traiter, c'est les plans de recovery and resolution. Modulo, effectivement, les points d'attention qu'elle a évoqués, pour nous, on reste convaincus qu'il faut mettre en place un cadre européen qui reprenne les principaux guidelines de CPSS IOSCO. Et puis sur le decision making process, on a fait des propositions assez précises, donc qui concernent tant la possibilité pour les 3 et 5 de publier des non-action letters, comme ça je sais que vous aussi vous l'aviez évoqué dans votre réponse au Green Paper, donc
des non-action lecteurs comme la SEC par exemple, mieux rééquilibrer le niveau 1, le niveau 2, clarifier la portée juridique du niveau 3 et puis bien sûr la convergence en matière de supervision. Donc en conclusion, effectivement, le call for evidence c'est clairement un travail long et fastidieux. J'entends beaucoup de représentants de groupes bancaires et d'asset managers dire que ça ne sert à rien, mais je pense qu'ils sont dans l'erreur. Parce pour moi, on est encore en début de mandat. La dynamique relationnelle entre le cabinet du commissaire et les différentes unités est tout juste en train de se mettre en place. Et pour ce qui est du post-marché, encore une fois, clairement, il y a vraiment des marges d'amélioration. Donc je pense qu'il faut effectivement répondre tant sur les actions correctives, et là je nuancerai un peu ce qu'a dit Marianne sur le niveau d'exigence minimale. Nous, il y a clairement des textes sur lesquels on pense qu'on a été beaucoup trop loin et il faut des actions correctives. Donc, je pense que vous aussi vous partagez cette opinion. Et puis bien sûr pour le futur, il faut influer sur effectivement les nouveaux incentives, les nouvelles solutions en matière d'incentives pour les investissements, le vote électronique pour les actionnaires évidemment, le digital passport. Donc voilà, c'est clairement le message que je souhaitais faire passer ce matin. Voilà, travaillez, il vous reste encore quelques semaines.